Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Double Focale, notre podcast ciné. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et rejoignez-nous pour des analyses de films passionnés et décontractés. Alerte spoiler, nos avis sont ceux d'amateurs et n'engagent que nous. Mais nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Que ce soit dans votre salon, dans votre voiture, à vos fourneaux ou dans le métro. Belle écoute et action! Salut à tous et à toutes. Bonjour tout le monde. Alors, pour cet épisode, on va traiter de 4 films. Donc on va traiter de Les Rayons et les Ombres, Projet Dernière Chance, Alter Ego et Jumpers. Et donc on va commencer par Les Rayons et les Ombres. De Xavier Giannoli. Donc du coup avec Jean Dujardin. Et Nastia Golubeva, qui est la fille de Léo Carax. Voilà. Que du coup j'avais vu dans Au revoir Paris. Et c'était la première fois que je la voyais dedans. Et apparemment elle a déjà joué pour des films de Léo Carax avant, donc Annette et... Tu n'avais pas vu Annette? J'avais vu, mais je me souviens pas de l'avoir aperçu dedans. Petit rôle. Et aussi le troisième acteur, on va dire phare du film. Auguste Dill. Voilà, qui est habitué à jouer souvent des nazis dans les films, comme dans Inglourious Bastard, ou au contraire des objecteurs de conscience qui ne veulent pas se battre pour le Reich, avec Une vie cachée de Terrence Malick. Donc le synopsis, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, le film raconte l'histoire de Jean Lucher, qui est un patron de presse, de sa fille Corinne Lucher, qui est une actrice montante du cinéma, qui sont pris dans l'engrenage de la collaboration. Et le film, il y a plusieurs en fait époques dans le film. Une époque qui retrace un peu tout ce qui se passe dans la guerre et même un peu l'avant-guerre. Et ensuite, on a le point de vue de Corinne Lucher à la sortie de la guerre en 1948, où elle raconte son histoire à travers un enregistrement. Donc c'est un film assez ambitieux qu'a voulu faire Xavier Giannoli, parce que c'est les films sur cette époque, et notamment sous l'angle de la collaboration, sont assez rares, j'ai l'impression, dans le cinéma français. En tout cas, moi, oui, j'en ai... plus du côté de la résistance. Généralement, c'est assez tabou de parler du point de vue collaboration. Et apparemment, c'est un budget conséquent, vu que c'est 30 millions d'euros de budget. Ouais, ce qui est assez costaud pour un film français, en tout cas. Ouais, c'est un des films les plus ambitieux en termes de budget de Gaumont, de 2026, même depuis plusieurs années, il me semble, presque 10 ans, je crois. Ouais, du coup, ça se voit à l'écran, parce que du coup, tout ce qui est la direction artistique, l'ampleur qu'a le film, et pourtant, il filme pas tant que ça les rues de Paris, on voit pas tant que ça les extérieurs de la ville, etc. Et il a pas besoin de ça, finalement, pour donner quand même de l'ampleur à ses films, alors que souvent, quand on est que dans des intérieurs, on peut se dire, c'est un peu un cache-misère pour se dire, on n'a pas assez de moyens, donc on met juste les gens en costume et on les met dans des pièces, des reconstitutions d'époque. Mais là, du coup, il y a tellement d'intérieur, d'extérieur, il y a tellement de figurants, d'ambition à l'écran qu'en fait ça n'est pas du tout gênant, et ça est sur un film de 3h19, ce qui est aussi conséquent, parce que c'est duré comme ça dernièrement, à part Avatar, il n'y a pas beaucoup de films qui vont jusqu'à... C'est brutaliste, ouais. Mais il y avait l'entracte, là il n'y a pas d'entracte, donc il faut prendre ses précautions avant. Mais en tout cas, oui, ça passe très bien, j'ai pas ressenti de temps mort du tout. On sent qu'il y a un très bon travail d'écriture pour que ce soit très fluide et que ça enchaîne, quoi, et qu'il n'y a pas de ventre mou. Et au final, c'est la clé, ouais, dans l'écriture, c'est de réussir à parler d'un film historique comme ça sans qu'on ressente l'ennui. Et il y a très bien réussi, et surtout ça fait pas du tout académique, on n'a pas l'impression d'être devant un biopic sur du coup Jean Lucher, Lucher, pardon. Où ça serait vraiment la naissance, le début, machin, un côté très plan-plan, classique. Et pourtant c'était risqué d'avoir ce côté croisé avec le passé et le présent avec un magnétophone, parce que souvent ça peut être une facilité de dire je vais vous raconter mon histoire, etc. Mais c'est fait de manière subtile et mélangé avec des images d'archives, des fois pour compléter les dires. Ou des fausses images. Oui, aussi. De fausses images d'archives, oui, je vais y arriver. Soit ils ont filmé avec des vieilles caméras, soit ils ont fait avec des effets numériques, tout simplement, pour détériorer l'image, la rendre noir et blanc avec plein de bruits de cigarettes, de trucs parasites. De taches. Voilà, de taches.
Qui font d'ailleurs référence, il y a À des la moments tuberculose. à la Ouais. tuberculose qu'a le personnage. Bon, c'est un peu un spoil, mais du coup, le personnage est malade et donc du coup, on voit sur les radios des taches noires sur la cage thoracique et des fois, on voit des enregistrements où pour montrer que, par exemple, la carrière de Corinne commence à pourrir d'une certaine manière, on voit la bande qui est en train de cramer sur le côté et ça ressemble aussi à des taches, en gros une tache sur sa vie, sur sa carrière, sur ses ambitions, tout ça. Et sinon, on peut... Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. C'est un film qui est très très bien écrit. C'est un film qui est aussi, comme tu l'as dit, très bien monté. C'est-à-dire le montage permet de donner à chaque fois un rythme. On s'ennuie pas dans les 3h19 et pourtant voilà, il y a des moments un peu tristes ou qui pourraient paraître plombants, mais le montage fait à chaque fois que, qu'il y a du rythme, qu'il y a à chaque fois de l'énergie, du souffle. On sent qu'il y avait beaucoup de choses à dire et que tu pouvais pas le faire avec un petit film. Presque on aurait pensé à une série télé. Et en même temps, avec une série télé, ça aurait peut-être rendu le truc plus mécanique avec des épisodes. Et alors que là, le du rythme coup, aussi, peut-être, ouais. là, du coup, ça marche très bien du coup d'avoir condensé, mais Et je suis d'accord avec toi, la direction artistique, je l'ai trouvée assez démente, que ce soit les décors, les costumes, les robes, enfin les tenues d'époque. Alors le film est plutôt sur la collaboration, mais des élites. Donc et voilà, il y a des grands dîners, il y a de belles robes, et donc vraiment sur tous ces détails qui sont apportés, c'est assez bien fait, quoi. Donc oui, puis comme ça traite pas que de la collaboration, mais aussi de la vie de carrière d'actrice, de la fille du personnage de Corinne. De Corinne. Du coup, ça fait que tu as aussi tout le côté mondain et époque des artistes, oui, les des soirées, les clubs. Il y avait un peu ce côté exubérant, un peu à la Babylone, mais version à la française, on va dire. C'est vrai. Bah oui, c'est rigolo parce que juste avant qu'on enregistre, je disais que ça m'avait fait penser avec le côté enregistrement à l'agent secret. Et c'est vrai que quand on parle Babylone aussi, donc on retrouve pas mal de références un peu cinéma dans ce film. Et moi j'ai trouvé aussi le film très bien réalisé, enfin avec de beaux mouvements de caméra, notamment une scène où on voit un certain nombre d'anciens collaborateurs qui doivent fuir et se retrouvent un peu dans un village reclus en Allemagne. Il y a une scène où la caméra tourne à 360 degrés. Mais qui fait un écho au même moment où il y avait la caméra qui tourne à 360 degrés dans un gala, là par contre qui est entouré de dignitaires allemands. Et c'est exactement le même plan et en fait il est en miroir à la fin, au début et à la fin. Et de la même manière, tu as en miroir le Je suis innocente de son film. Et après, il lui dit comment on le dit en ukrainien. Et j'étais sûr que ça reviendrait. Et ça revient à la fin comme une manière de il y a plein de boucler la boucle et en gros de paraphraser le film. Enfin, pas paraphraser, mais comment dire, des jeux de miroir, rajouter une couche par-dessus le fait que de miroir de la vie d'actrice et en même temps sa vie de collabo. Ouais. Et c'était quand même un film que je trouvais sur la thématique casse-gueule, mais je trouve que le réalisateur s'en est plutôt bien sorti. J'étais persuadée en sortant du film que il avait fait le film sur la base d'une adaptation de livre, parce que je trouvais le film assez bien écrit. Et alors même si il y a de la romance derrière et tout n'est pas exact dans ce qui est montré, j'avais l'impression qu'il y avait un vrai support écrit derrière. Et en fait, non. Le réalisateur a apparemment fait beaucoup de recherches. Et t'as dit que Corinne aussi avait écrit des mémoires. Alors oui, Corinne a écrit des mémoires juste avant sa mort, donc en 1949. Un livre qui apparemment a été décrié à sa sortie parce qu'elle essayait de réhabiliter la figure de son père et aussi se réhabiliter elle-même. Donc on l'a pas lu, on ne saurait pas dire, mais il y a eu quand même un travail de recherche et ça se sent. Ça faisait film et en même temps un peu documentaire, mais au sens noble. Oui, on peut imaginer que c'est un film qui peut être montré dans les écoles pour apprendre, par exemple, cette période, quoi. Pourquoi pas, ouais. Comme moi, quand j'étais au collège, on me montrait il faut sauver le soldat Ryan. C'est véridique. Voilà. J'avais jamais vu à l'école.
Mais du coup, même, tu as dit casse-gueule, même Jean Dujardin, il a dit qu'au début, il avait refusé le Ah oui? rôle, Ah, je il savais a pas. réfléchi, et finalement, il a fini par accepter, mais du coup, voilà, il n'était pas en terrain Conquis. conquis, ouais, et du coup, il s'est dit, voilà, il faut y aller, et il verra comment le film se développe, mais Ouais. du coup, avec des sujets sensibles comme ça, qui peuvent Mm. faire écho à l'actualité, Mm. par plein d'aspects. Bah, en tout cas, je sais pas ce que tu as pensé. Moi, j'ai été impressionnée par le casting. J'ai trouvé tous les acteurs, y compris les seconds rôles, Ah oui, ouais, très très bons. tout le monde est impeccable, il y a des têtes qu'on connaît des fois d'autres second rôles qu'on a vu dans d'autres films, et qui du coup, ont une ampleur. Et le trio qui tient le film, donc Jean Dujardin, Nastia Carax, alors je donne pas son nom de scène parce que je vais l'écorcher, et Auguste Dil, c'est ça, Mhm. qui joue donc le rôle de l'ami allemand. Vraiment, ils sont mais impeccables dedans, d'une justesse dans leur jeu. Et puis même Nastia, on dirait presque qu'elle joue comme une actrice des années Oui, au 50 avec moment ce où elle fait petit ses accent. répétitions, les auditions, Ouais, etc. la manière dont elle parle, légèrement maniéré. Je sais pas si elle parle comme ça Oui, tout le on temps, dirait, ouais, une mais imitation des ouais, styles des vieux films tout à fait. à Donc l'ancienne. c'est... Ouais, Et vraiment, qui, le du coup, ouais, casting pour est le coup, elle, impeccable. elle crève l'écran, Ah oui. mais alors que elle a pas fait beaucoup de films avant. C'est un peu son premier gros rôle. Mm, Enfin, c'est son premier gros rôle, en fait. Elle a toujours fait que des petits rôles avant, mm, et, et c'est quand même un rôle assez ambitieux. Elle a une mm. palette de jeux assez immense dedans, Tous, hein. beaucoup par le jeu Mm, de regard, etc. Et Jean Dujardin, il est plus sur la retenu mm, que dans d'autres films qu'on connaît de lui. Et du coup, paradoxalement, il fait passer plein de choses par mm, son regard, par ses craintes, etc. C'est pas compliqué de voir beaucoup d'émotions à travers son jeu, alors que pourtant, voilà, il est pas surexpressif comme on peut le voir dans d'autres films, mm, comme bon, évidemment les OSS 117 mm, ou autres, mais du coup, il- depuis un certain nombre d'années, maintenant, il a donné l'habitude de pouvoir jongler entre des films très sérieux et des comédies, et en fait, il arrive à sortir de tous les rôles, en fait, je trouve. mm, Dernièrement, déjà avec L'homme qui rétrécit, il était déjà aussi très très bon, donc du coup, voilà, c'est assez... mm, C'est dans la continuité de sa carrière, et mm. ouais, August Hill, comme je disais, ouais, dans Une vie cachée de Terrence Malick, où il était très très bon aussi, très touchant, et qui pour le coup était plutôt dans l'autre facette de la Seconde Guerre mondiale, où du coup il ne voulait pas Mm. se battre et rejoindre le régime du Reich, et Mm. c'était très intéressant aussi. Ce que j'ai bien aimé dans le film et dans le scénario, c'est donc ce que je disais, ça pouvait être très casse-gueule parce qu'on est un peu dans cette zone grise, voilà, entre la lumière d'un côté qu'on pourrait assimiler à la résistance de l'époque et l'ombre qui est vraiment, bah, voilà, le soutien et le collaborationnisme. Mhm. Et on est un peu dans cette zone grise où finalement on montre des personnages qui sont pétris de contradictions, d'ambiguïté, qui avaient des illusions au début, parce que finalement on voit des trajectoires de personnages, que ce soit Jean Dujardin, donc, qui joue Jean Lucher, ou Otto Abetz, qui sont au départ dépeints comme des pacifistes, qui refusent la guerre, qui sont là pour vraiment construire une, voilà, une solidarité, mais au sens très Mhm. positif, entre la France et l'Allemagne. Et tu vois leur trajectoire, et comme quoi finalement ils commencent à se compromettre. Et dans le film, on n'est pas dans du manichéisme, Mhm. c'est-à-dire personne n'est ni blanc, ni tout blanc, ni tout noir. Euh, et, euh, et, et voilà, à un moment donné, il y avait des valeurs qu'il portait au départ, donc ce côté pacifiste, côté humaniste, et à la fin, donc le film décrit un peu tous les mécanismes qui font que bah, finalement ils viennent à en renier à la fin carrément toutes leurs propres convictions, voire même un peu leur amitié qui semblait si solide. Et je trouve que ce film il est super intéressant parce que justement il nous rappelle que à titre personnel et individuel, hein, bah, en Mhm. fait rien n'est jamais acquis. Et parfois on peut avoir les meilleures intentions, les meilleures valeurs du monde, bah, on peut Oui, aussi bah, à un moment donné tomber. Et je trouve que voilà, c'est la je fameuse trouve que la phrase. thématique elle est super intéressante sur le fait que bah, finalement on peut arriver à être la personne qu'on décrit quoi.
et sans vouloir faire mal. Donc, C'est la fameuse citation dans Jurassic Park 3. Euh, les pires choses ont été faites avec les meilleures intentions. ouais, bon après, c'est comme le, l'enfer est pavé de bonnes Oui, intentions. voilà. Hein. C'est une citation connue, mais c'est juste que je sais Bon, pas, je me souviens toujours on a un podcast de cette scène. cinéphile, alors on va parler cinéma dans Mais toutes nos ce qui est émissions. intéressant, c'est à la fin, j'ai pas pensé à parler aussi de cet acteur, mais il y a Philippe Torreton aussi, qui a un rôle Je ne l'ai pas reconnu. assez fugace, parce que du coup, il joue un avocat. Je pense que c'est l'avocat de la défense, non, plutôt enfin, qui est censé attaquer du coup le personnage de Jean. Et Eh ben, je ne l'ai pas reconnu. Et tout ce qu'il dit, tout le long, c'est comme si il, il s'adressait presque au spectateur. Genre, vous avez vu un film où peut-être que Jean Dujardin vous a attendri par moments dans le sens où vous avez essayé de comprendre sa situation et d'excuser peut-être certains actes, ne vous laissez pas duper, machin. Et du coup, il y avait presque un parallèle avec le spectateur où c'était peut-être pour lui dire non, il faut pas se laisser. Ouais. Mais force est de constater quand même que je sais pas comment ça peut être perçu par rapport au film, comment c'est vu, mais je trouve qu'il y a quand même un attachement qui peut, non seulement pour sa fille, où on a l'impression qu'elle s'est mise dans sa bulle et qu'elle a pas cherché à forcément creuser plus loin. Après, et que elle du avait coup, 19 ans à l'époque. Bon. Oui, voilà, donc bon. Et lui, comme tu disais, on sent qu'il y avait des bonnes intentions à la base, mais en même temps, vu tout ce qu'il fait à côté, sa vie un peu décadente, d'être très fantasque dans sa vie parallèle, les notes de frais, tout ça, on sent qu'il a vraiment utilisé le système. Tout, quoi, donc voilà, c'est ça. c'est vrai que ça, tout de suite, normalement, ça fait un contrepoint sur le fait que c'est difficile de pardonner ça. S'il fait ça à côté, tu dis ça, tout l'accuse, quoi. Et pour le troisième personnage, du coup, de Otto, du coup, certes, au début, on sent qu'il veut avoir ce côté double agent pour essayer de faire basculer l'opinion dans un sens pour qu'il puisse calmer les choses, mais que très vite, après, il se laisse emporter, quoi. Et il rejoint la cause du Troisième Reich, et l'ambiguïté, elle est plus trop en compte, quoi, à la fin. Alors, j'ai pas du tout reconnu Philippe Torreton dans le rôle de l'avocat, mais effectivement, je l'ai lu et ce passage, il est très puissant. Effectivement, je suis d'accord avec toi et ça fait un peu comme le rappel que bon, il y a le film, il va peut-être romancer un certain nombre de choses, mais finalement, là aussi, à l'heure actuelle, nous, en tant que spectateurs et puis dans notre quotidien, comme je disais tout à l'heure, il faut se reposer sans cesse ces questions où à un moment donné, c'est pas en faisant peut-être de bonnes petites actions qu'on va forcément réparer des grosses mauvaises actions. Et c'est cette attention-là qu'il faut apporter. Ça n'est pas le même cas de figure qu'on pourrait avoir avec la liste de Schindler, où là la question se pose moins ou voire pas du tout, parce que on sait après que Schindler a sauvé un très très grand nombre de juifs pendant la guerre, et du coup il était vraiment un agent double pour le coup au service de la libération de beaucoup de déportés, en tout cas d'en préserver un maximum, et à toute la fin où tout le monde le félicite ou le remercie pour ça, et du coup il est en pleurs et il dit qu'il n'en a pas sauvé assez. Et donc là tu vois, il y a vraiment une figure héroïque malgré son statut où il était un partisan du coup du Reich, mais on dit que c'était en cachette, c'était pour pouvoir faire des choses bien à côté. Alors que là, c'est vrai que même s'il fait des petites actions, on sent que c'est des membres de sa famille ou c'est des gens pour les mettre à l'abri. Des proches. Ouais, c'est sûr qu'il a dû en aider quelques-uns, mais c'est sûr que la balance est-elle suffisante. Mais après, ça pose la question, qu'est-ce qu'on aurait fait à cette époque-là, et sur le côté attentiste, comme tu disais. Alors moi, le film, il m'a aussi fait beaucoup penser à ce que m'expliquait mon grand-père. Donc mon grand-père a rejoint la résistance en Savoie. Je sais plus si c'était fin 42 ou début 43. Et il a d'ailleurs croisé Frison Roche dans les commandos. Enfin voilà, il a été quand même un résistant actif donc sur Maquis Savoyard. Et c'est vrai alors nous il était basé dans le sud, donc c'était plutôt la France non occupée, c'était un autre rapport à la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation que pouvait vivre le Nord, mais il m'a toujours raconté, pendant cette période-là, j'étais persuadée que Pétain faisait tout pour sauver la France, et donc il y avait cette position d'attentiste
qui était assez, Oui, il fait assez le large timbre à de voir l'époque. comment ça Et allait se dans le passer. film, voilà, à un moment donné, on sent bien enfin, en tout cas, c'est assez bien retranscrit cette opinion un peu, euh, euh, un peu générale où on espère que Pétain va sauver la France. Et Et on après, il y a un voit point de aussi bascule voilà, ce moment de bascule, c'est exactement le où ils mot que j'allais comprennent que ça dire, n'arrivera pas où et à que un du coup, moment il faut donné, se la rebeller, résistance, sinon c'est ça. c'est Et fini. c'est vrai que ça m'a beaucoup fait penser parfois quand il en parlait peu, mais quand il en parlait, de, de ce, de ce côté attentiste. Et Cette moi-même, fameuse quand il zone m'en grise, parlait, je pouvais me dire, mais qu'est-ce que j'aurais fait à l'époque? En fait, personne ne sait. Donc c'est toujours facile un peu de juger a posteriori. Mais du coup, je trouve que ce film, il est ambitieux pour ça, c'est-à-dire que bah, il nous pose la question aujourd'hui ou demain, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont nos valeurs, et je trouve que pour ça, c'est assez intéressant. ouais, mais après, c'est sûr qu'on ne Donc peut pas savoir s'ils étaient au courant pour les camps, tout ça. ah, Et ça, d'ailleurs, c'est la question qui est posée c'est dans le la question film. qui est posée dans le film, et je pense que le film essaie pas forcément de juger, Bah, c'est ce que disait Jean et Dujardin Et dans il essaie les de pas faire un portrait ni tout interviews. blanc ni tout noir. On est dans cette zone grise et je pense que personne ne saura jamais rien de tout ça. Et le film a, à part certains côtés, une vision un peu romancée. Mais au moins, il pose des thématiques que je trouve quand même importantes à titre individuel. Et pour ça, ouais, c'est plutôt fort et intéressant. Je crois d'ailleurs, tu m'as dit qu'il y avait un film prochainement qui parlait aussi de cette période, ou peut-être un peu post-Seconde Guerre mondiale, mais qui traite aussi de l'histoire de France Il va y avoir, récente. oui, deux films, enfin un film en deux parties sur De Gaulle. D'accord, Donc, c'est en deux parties. cette année, oui. Donc, D'accord. du coup, euh, cette année va être Ah oui, les films historiques sur la France va être à l'honneur. Donc, on va voir comment ils vont traiter le ouais, sujet, parce que De Gaulle, je pense aussi que ça peut être un sujet casse-gueule ouais. très touchy sur Mais un tas de ouais, choses. Mais... je trouve que c'est bien aussi de s'attaquer à l'histoire de France, notamment bah, l'histoire de France même moderne, parce que bah, c'est important d'avoir ce Mhm. travail de mémoire Mais aussi souvent, les gens sur notre propre histoire. ont la crainte sur comment ça va être représenté. Est-ce que ça va être une agiographie qui est à la gloire d'eux, ou Ouais. bien des fois avec de la nuance, ou bien des faces sombres On d'une verra bien. personnalité. Ouais. En tout, Mais en tout cas, pour en revenir au film Les rayons et les ombres, je pense qu'il va quand même avoir beaucoup de nominations au César, mhm. parce que ce soit sur le casting, le scénario, Et puis vu les notes la presse, il a direction l'air d'avoir un artistique, le très bon retour. Ouais. montage, franchement, Et et vu les acteurs, les 6 Oscars six Césars pardon, qu'il avait eu pour Les Illusion Illusions perdue. perdues, dont meilleur film, ça veut dire qu'il a déjà un passif d'être Mm. un réalisateur qui a des films qui sont multi-récompensés. Donc du coup, ouais, il y a moyen, enfin, Mm. ça me semble garanti. Même l'actrice, Ah, meilleur espoir, à ouais, mon avis, c'est elle garanti est sublime. qu'elle y sera et qu'elle pourrait l'avoir. On verra ce qu'il y a dans l'année. Mais... Et je me suis demandé aussi s'il pourrait marcher à l'étranger, notamment aux États-Unis, parce que j'ai trouvé la mise en scène assez punchy et bien rythmée. Je me suis demandé si ça allait Après, pas plaire ça, les aussi à films français, l'étranger. bon, il y a toujours des distributeurs pour essayer de le distribuer au maximum dans le monde, mais c'est vrai que c'est pas aussi facile, alors, Mm. enfin aussi ça accède pas aussi facilement comme ça En aux tout cas, à États-Unis, mais suivre, des fois ouais, ça, peut-être qu'il pourrait percer. Mais il est connu, Jean mais Dujardin, aux États-Unis en ouais, mais plus. ça, lui la carrière hollywoodienne, c'est vrai qu'il a pas trop cherché à l'alimenter, donc du coup Mm. je pense que les gens ont un peu vite oublié The Artist Mm. et Monument Men, Monument où il jouait Man, déjà ouais. pendant la Seconde Guerre mondiale dans le film avec George Clooney et avec Matt Damon aussi. Et voilà. Mm. Mais du coup, c'est vrai que c'est un film français. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film Ah français. ouais. Je pense qu'il y avait une ampleur comme ça. Même à côté, Comte de Monte Cristo, c'était très bien, mais il y avait quand même ce côté plus classique par certains aspects. Mm. Bon, même si on n'a pas boudé dans notre plaisir, c'était vraiment Ah oui, super. c'était chouette aussi, Mais mais ouais. lui, on sent que ça peut être un classique, quoi, qui peut faire date dans le Ah oui, cinéma, quoi. qui marque, Mm. et un pari assez osé et Ouais. risqué. Mm. Donc bravo. Ouais. Non, super film. Un coup de cœur. Ouais. Oui, on peut ajouter éventuellement, ouais, pour tout ce qui est de la direction artistique, en plus de tous les costumes super beaux, des décors, etc., il y a aussi cette constitution aussi de l'époque par rapport à la maladie de la tuberculose, qui apparemment faisait rage à cette époque, et qui du coup dans le film est un peu comme une punition
presque présenté comme une punition presque divine, du genre le karma qui retombe sur ce père et cette fille, et qui du coup est en filigrane tout le long du film, comme une manière de montrer comment il se corrompt, même le corps, en collaborant. Et le traitement aussi, la douleur du traitement, le passage au sanatorium où on la voit faire des pneumothorax, c'est... Mais c'est pour ça, c'est comme s'il y avait un film dans le film, quoi. et du coup, entre le cinéma de l'époque, le sanatorium, du coup, tout, la maladie, le côté collabo, ça a comme un millefeuille qui a beaucoup de couches, mais sans que ce soit lourd ou que ce soit mal imbriqué. Il y a tout qui se fusionne ensemble pour se lier, quoi. Ouais, on retrouve le côté fluide dont tu parlais tout à l'heure. Et sinon, au niveau du montage, il y a beaucoup de scènes où on a des inserts parfois de doigts qui ont soit de l'encre ou des cendres, et en gros il y a un côté presque un peu organique par moment qui se superpose avec des dialogues ou avec des citations, qui fait que du coup c'est comme si ça répondait par des images, avec des mots. Le moment où on voit où il parle du rôle de Jean Dujardin, du coup, dans cette revue de presse, et il disent à quel point il est important. Il te montre un plan où il y a une chaise vide pour montrer qu'en fait, non, justement, il a abandonné le truc, il est plus aux manettes, et que du coup, d'autres personnages autour prennent les commandes. Oui, c'est très bien mis en scène, et le montage, justement, souligne à chaque fois le scénario. Donc c'est bien fichu. Avec personnage, par exemple, qui écrit l'édito et qui est en roue libre sur la fin. Et cette trajectoire, on la voit aussi sur les personnages secondaires qu'on aperçoit dans le film. Ah oui, comme on va dire le bras droit de Jean Luchaire, je crois qu'il s'appelle Crouzet. Pareil, au début, on sent qu'il est plutôt soutenant du régime de Vichy, et puis à la fin, c'est lui qui écrit les éditos, et il est complètement antisémite, comme si en fait toute cette période d'occupation finalement a fait que il y a plus de repères à un moment donné, il y a plus les mots, il y a les plus idées, de ils sont limites, convertis. voilà. Et alors je suis même pas sûre que ça soit une histoire de conversion, c'est juste que en fait ils sont complètement désinhibés, et finalement ils osaient peut-être pas dire ça avant révèle qu'ils leur vrai étaient, visage. c'est ça révèle un peu leur vrai visage, et on voit complètement la trajectoire. Il y a plus de repas, ils sont complètement désinhibés, et à la fin, quand ils sont dans cette sorte de village où il y a pas mal de collabos, ils chantent à la gloire de Hitler. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant comme trajectoire. À l'inverse d'un des personnages qui, au contraire, ne veut pas suivre Jean. La barrière. La barrière, et qui, du coup, lui, on imagine qu'il va, enfin, ce qu'ils disent, c'est qu'il va à Londres, et du coup, sans doute rejoindre plutôt Churchill, enfin, du coup, à cette époque-là, du coup, et on le la revoit à résistance la va se fin, créer avec De Gaulle en Angleterre, quoi. C'est ça, et on le revoit à la fin, puisque c'est peut-être au moment de... Je sais plus si c'est... Non, c'est quand il parle avec Otto Abetz, qui parle de la barrière, et où on voit à un moment donné la barrière, justement, qui meurt sous l'effet de la torture et qui a nommé personne. Et, pour dire que c'est pas une excuse. C'est ça. Et du coup, en fait, chacun doit faire des choix, et le fait de ne pas choisir, et le fait d'être entre guillemets tiède, comme on lui reproche, notamment avec la scène avec Céline, Louis-Ferdinand Céline. Donc on reproche finalement à Jean Luchaire de ne pas prendre parti et d'être tiède et un peu mollasson. Et donc s'il ne prend pas parti, c'est qu'en fait il est contre finalement Vichy, donc on l'oblige finalement à se positionner. Et donc la scène avec Céline, elle est intéressante. Alors c'est une scène que je trouvais un peu étrange, parce que finalement il fait une sorte un peu de crise où il se met à crier Louis-Ferdinand Céline, mais ça permet quand même de rappeler à un autre moment aussi, il le rappelle, il y avait beaucoup d'auteurs ils en citent très plein, connus, dont Voltaire. Voltaire, ça c'est une autre époque, et c'est le XVIIIe siècle, c'était l'esclavagisme, voilà, mais des auteurs comme Gide par exemple, ou comme Céline, qui avait des écrits antisémites. Et je me souviens, alors je parle beaucoup de ma vie là aujourd'hui, mais
Je me souviens au collège ou au lycée, on hésitait en fait à nous faire étudier Céline à cause de ce passé collabo, et je crois que l'une de ses œuvres, c'est Voyage au bout de la nuit. Et c'est vrai que voilà, il y a aussi eu un rapport un peu compliqué avec ces auteurs illustres qui ont aussi eu des accointances avec le régime de Vichy, avec le Troisième Reich, et qui étaient très antisémites. Donc ce passage était aussi intéressant pour nous rappeler aussi ce contexte-là. Ouais. Donc du coup, ouais, ça nous a vraiment beaucoup plu, et du coup, ça me donne vachement envie, je sais pas toi, de voir Les Illusions perdues, qu'on n'a pas vu, ni toi ni moi. Donc du coup, très curieux de voir un autre film de ce réalisateur. Maintenant, on va passer à Projet Dernière Chance, ou Hail Mary en anglais. Donc un film de Phil Lord et Christopher Miller. Je connaissais pas leur nom, c'est quoi leur film notable? Alors du coup, ils ont travaillé en duo jusqu'à maintenant à chaque fois. Ils ont fait Tempête de boulettes géantes, qui était un film d'animation Ouais, c'est un film date. Ouais, ça, c'est vieux, ça. Ensuite, ils ont fait 21 Jump Street avec Channing Tatum et Jonah Hill. C'était pas 22 Jump Street? Il y a le 21 Jump Street et 22 Jump Street. Ah, Donc, il y avait deux? Ouais, qui sont un humour très particulier. Bah oui, mais j'en ai vu Moi, un des moi deux. j'aime bien, je trouvais ça drôle. Ouais. Ils ont fait Lego The Movie. D'accord, bon, je n'ai pas vu. Et après, ils ont été évincés par Disney du projet Star Wars Solo. Ils devaient faire le film sur Han Solo, et finalement, ils les ont remplacés par Ron Howard, qui a repris quelques rushs qu'ils avaient, et en même temps, il a fait un truc à sa sauce, et au final, le film, il n'a pas trop d'identité. D'ailleurs, il a floppé, et tu vois, ils ont un style assez particulier. Maintenant que tu as vu le film, avec un humour particulier, et je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire avec Chewbacca et Han Solo, et du coup, peut-être que pour Disney, ça les a effrayés. Des fois, tu te dis qu'il y a des films, ils sortent soit trop tôt, soit trop tard, et peut-être que lui, c'était trop en avance sur cette période-là, c'était pas ce qu'on recherchait, alors que maintenant, ça semblerait presque logique, après les Gardiens de la Galaxie, tout ça, d'imaginer des humours un peu comme ça, un peu décalés. Et ils ont aussi participé, du coup, à Spider-Man, The Spider-Verse. C'est les films d'animation qui sont sortis récemment. D'accord. Je crois que c'est plutôt au niveau de l'écriture et sur leur savoir-faire sur le. Ils sont surtout connus sur l'animation au final. C'est peut-être pour ça que je connaissais pas trop leur nom. Oui, mais d'ailleurs, dans le film Projet Dernière Chance, je sais pas si tu as remarqué, il y a des moments où quand on voit les vaisseaux qui bougent l'un à côté des autres, on aurait dit qu'ils étaient faits en stop motion. Et je trouve qu'il y avait presque une vision d'animation dans leur manière de filmer les vaisseaux. Il y a un côté presque cartoonesque qui m'a un peu surpris. Je me suis dit, là on voit que c'est la sauce de ces deux réals et Chris Miller. Et donc du coup, ils ont leur style à eux qui est très particulier. Et ils ont aussi au scénario là, donc du coup, Drew Goddard qui a écrit du coup le scénario de ce film, et qui avait déjà écrit le scénario de Seul sur Mars, qui était déjà une adaptation de Andy Weir, donc l'écrivain derrière Projet Dernière Chance et derrière Seul sur Mars. Donc du coup, ils ont dû se dire, autant garder une équipe qui gagne, on va garder le même scénariste. Ça avait bien réussi à Ridley Scott, parce que c'est un des plus grands succès de Ridley Scott dans ses films modernes, en tout cas, Seul sur Mars avec Matt Damon, qui avait aussi déjà ce ton un petit peu comédie, en même temps survival, mais avec beaucoup de flash, non pas de flashback, mais plutôt des phases sur Terre et des phases dans l'espace, où on sait qu'il y a toujours une différence de temporalité. Et il avait aussi écrit La cabane dans les bois et les films Cloverfield et World War Z. Donc du coup, voilà, c'est un scénariste qui est assez réputé à Hollywood. Ah, le scénariste, pas... Non, là, c'est le scénariste. Non, Andy Weir, lui, il fait la science-fiction, mais plutôt réaliste et très porté sur la science. Et d'ailleurs, pour ce film, Projet Dernière Chance, l'équipe de Ryan Gosling ont voulu, avec les réalisateurs, être au plus près de la réalité par rapport aux comètes, par rapport à toute la représentation du cosmos, et tout ce qu'on voit dans le film, normalement, est censé se rapprocher un maximum de quelque chose de crédible. Même dans les vaisseaux, apparemment, ils ont travaillé avec la NASA, on le voit d'ailleurs dans les remerciements, dans les crédits, pour avoir ce côté un peu plus réaliste. Réaliste. Et étant donné qu'il y a potentiellement, pour l'instant on ne spoil pas encore, mais on spoilera sans doute après, quelque chose d'un peu plus fantaisiste après, c'est peut-être pour contrebalancer avec ça. Mais du coup, ça a été un best-seller, les deux livres, et là, en l'occurrence, le livre Projet Dernière Chance. Et le film a l'air de bien marcher aussi, parce qu'il a un budget de 200 millions, en comptant la communication et le marketing.
Et il est déjà à 140 millions de récoltés en quelques jours, ce qui est un succès étonnant pour un film qui n'est pas une franchise ou une suite. Et surtout pour Ryan Gosling qui a, mis à part Barbie dernièrement... et encore ça commence à dater, ça fait quoi, 4 ans? Ouais, ça fait déjà un petit moment, mais du coup, qui était un peu le seul succès qui avait dépassé le milliard. Ses derniers films, The Fall Guy, il n'avait pas marché. Ouais, ça avait été un flop. Pourtant, c'est un film très sympa. Oui, il était sympathique. The Nice Guys, qui était vraiment génial et qui a floppé. Et c'est tellement dommage parce qu'on imagine tellement qu'il aurait pu y avoir notre film d'enquête avec Russell Crowe et Ryan Gosling. Et sinon, là, du coup, c'est un peu son retour en grâce avec ce film. Et du coup, qui montre qu'il est encore bankable, quoi. Ouais, il est producteur en plus. Donc, oui, producteur important, donc il s'investit. C'est lui qui est sans doute allé chercher peut-être même les réalisateurs pour le projet. Et apparemment, il est en gestation quand même depuis un moment. Donc, c'est un gros projet. Et c'est pas son premier projet qui se passe dans l'espace, parce qu'il avait déjà joué dans First Man de Damien Chazelle, qui avait fait ce film qui n'avait rien à voir avec Babylone ou La La Land, où c'était vraiment beaucoup plus terre à terre. C'était un biopic très sérieux avec tout le côté mélancolique de Neil Armstrong et tout le procédé de la mission avant qu'on arrive à Apollo 11 ou Apollo 13, j'avoue que je confonds là, je ne l'ai pas en tête, mais où on montre tous les fusées qui ont explosé en vol avant, tous les essais qu'ils ont fait sur Terre, tout ça. Et il y avait des scènes qui étaient filmées en IMAX au moment où ils arrivaient sur la Lune, qui étaient impressionnantes, avec le ratio qui changeait, qui devenait beaucoup plus grand, presque en 1,43, et qui était très impressionnant. Et il y avait une profonde mélancolie avec Ryan Gosling, qui jouait un rôle vraiment rien à voir avec le rôle qu'il joue dans celui-là. Ce qui amène à la question des acteurs. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que du coup, je parle beaucoup, mais je vais te laisser parler. Pour Ryan Gosling, d'ailleurs, qui joue Ryland Grace dans le film. Ouais, alors... on va dire il y a assez peu de personnages, hormis lui et Sandra Hüller qui joue le rôle, alors j'ai plus son nom en tête, mais on va dire de la commandante de la mission. Eva Stratt. Voilà, Eva Stratt, mais je crois qu'on n'entend même c'est possible. Quasiment pas son nom, mais il y a assez peu de personnages au final. C'est vrai que lui, il est super dans son rôle et c'est vrai que je voyais pas d'autres acteurs tenir ce rôle. Dans le rôle, il y a tout, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a un côté où il est complètement perdu, qui m'a fait un petit peu penser à Fall Guy, où il est à côté de ses pompes. Enfin, il sait tout faire, cet acteur. Enfin, c'est un peu un de nos acteurs fétiches, de toute façon, à tous les deux. Il y a une grosse injustice sur lui, où on dit souvent qu'il est un peu monolithique, ou qu'il ne fait pas passer beaucoup d'émotions. Mais j'ai l'impression que ça se base uniquement sur Blade Runner 2049, où il joue un androïde, et qui, du coup, un robot, quoi. Donc, du coup, en termes d'émotions, ça peut coller sur ça. Et encore que je trouvais qu'il faisait quand même passer plein d'émotions. Et Drive, où il joue un peu un personnage... un peu sur le spectre de l'autisme, qui renferme beaucoup toutes ses émotions, etc., avant que ça explose. Et du coup, on garde que ça en tête, avec Only God Forgive aussi, alors qu'en vrai, pour avoir vu quasiment tous ses films, il a une palette de jeux énorme. Mais on va dire que dernièrement, ce qui lui réussit bien, c'est d'avoir ce côté un peu comique, où il surjoue un peu, on va dire, par des moments, tu sens bien qu'il y a un côté très... comique burlesque quand il dépasse sa tête, ou toutes les mimiques qu'il fait, mais au final ça devient un plaisir de le voir jouer comme ça. Et après, quand il doit faire des scènes tristes, il est plus dans la retenue, et tu vois pas du tout de difficulté pour lui de pouvoir exprimer toutes ces émotions très différentes, quoi. Que ce soit la tristesse, la joie, ou d'être drôle. Non, c'est un super acteur, et je pense que c'est un rôle parfait pour lui, et qu'il a très très bien tenu, et qu'il a porté. Et puis de manière globale, le film, je l'ai adoré. Je suis passée par tous les états dans le film. Donc vraiment, j'ai beaucoup rigolé. Je crois que je suis celle qui a le plus rigolé dans... Oui, je pense, Voilà, j'ai rigolé, j'ai crié, j'ai pleuré, enfin bref, toutes les émotions. Donc vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas été dans cet état devant un gros blockbuster. Peut-être depuis Interstellar ou Dune, enfin voilà, ce type de film, mais en même temps, ces deux films, ils sont assez sérieux là, mais dans un blockbuster un peu moins sérieux, ça faisait quand même très longtemps que je m'étais pas autant éclatée, donc... D'ailleurs, j'ai pas dit le synopsis, donc je vais dire vite fait. Donc, Ryland Grace, donc le personnage joué par Ryan Gosling, est un professeur de sciences. Il se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité, ni des raisons de sa présence à bord.
Et peu à peu, sa mémoire lui revient et il comprend l'enjeu de sa mission, résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du Soleil. Et donc en gros, il est le dernier espoir pour l'humanité. Il doit comprendre une menace cosmique appelée l'astrophage. Et surtout, il ne sera peut-être pas seul finalement dans l'espace. Voilà. Bon, c'est là que les spoils commencent. Bon, on va rentrer dans... Parce que, voilà, on recommande le film parce qu'il est vraiment sympa. Il est très good vibe, très feel good. Ce qui peut-être joue dans sa popularité, ou enfin dans le fait que ce soit un succès peut-être, parce que du coup... les gens ont peut-être besoin aussi de voir dans ces moments un peu d'incertitude dans le monde où c'est un peu compliqué, un film avec un peu d'espoir ou de joie. En tout cas, il n'y a pas ce côté plombant d'extraterrestres maléfiques. On est dans la solidarité avec beaucoup de choses positives dedans, même si néanmoins le personnage de Ryland Grace vit des moments pas faciles, notamment sur la Terre. Et voilà, Ouais, quand on comprend à la fin comment il devient amnésique, voilà, on a dit qu'on spoilait. Sans son consentement, ça. Lui a imposé d'aller sur de faire sa mission et de le mettre en coma avant même de monter sur la fusée. Donc, franchement, moi, j'ai été assez scotchée parce que je m'y attendais pas vraiment. Et donc, il y a de beaux moments en fait de solidarité, comment les espèces se rencontrent, ça m'a fait. Oui, parce que justement, il se trouve que en fait, les humains ont envoyé un humain pour sauver la planète Terre, et des extraterrestres ont envoyé leurs équipes d'extraterrestres pour sauver aussi leur planète à eux. Les Éridiens de la planète. C'est ça qui est marrant pour montrer en gros le premier contact, c'est que bah oui, finalement, vu comment le cosmos est immense, on se doute bien qu'il peut y avoir d'autres formes de vie ailleurs, et que du coup ils puissent avoir eux aussi envie de se sauver, donc du coup ils se retrouvent au même endroit au même moment, et avec la même mission burlesque, quoi. Ouais, et avec la même mission, donc ils sont obligés d'apprendre à se connaître. Ça m'a fait penser à Premier Contact de Denis Villeneuve, mais de manière beaucoup moins froide. Ah oui, clairement c'est deux salles, deux ambiances. Ouais. Voilà, et franchement c'était très sympa, et le film il dure quoi, 2h30. Et il est très dense, c'est-à-dire que l'histoire, elle est très bien écrite, mais en même temps, le support original était super. Mais voilà, on s'ennuie pas, il y a plein de phases qui se succèdent de manière très fluide, c'est très très bien monté. Donc vraiment... Ils ont comparé ça à un buddy movie. Donc buddy, du coup, le fait qu'il est extraterrestre et le personnage de Ryan Gosling qui font équipe ensemble. Ouais. Buddy movie, souvent pour les films de flics ou des trucs comme ça, des partenaires en gros. Et c'est vrai que l'alchimie entre les deux marche très bien, super bien, alors qu'ils ont une créature, humaine, même pas humanoïde, parce que du coup elle n'est pas trop anthropomorphisée, mis à part des sortes de bras avec des sortes de doigts, mais que du coup c'est plus la gestuelle ou le comportement qui rappelle une forme qui peut être compris par l'homme que dans son esthétique, parce que du coup il n'y a pas de visage, il y a rien, et du coup c'était une marionnette et des animatronics pour animer Et après, il y a un peu de CGI, d'effets spéciaux pour enlever peut-être les mains, parce qu'ils ont des sortes de manettes ou des trucs comme ça. Donc, mais dans la majorité du film, c'est en dur pour justement que Ryan Gosling puisse avoir quelque chose en face de lui pour que l'émotion soit intacte, quoi. Ouais, j'avais lu qu'il n'y avait pas énormément d'effets spéciaux au final, que les décors étaient quand même... Il y a quasiment ou pas du tout de fond vert. Ouais, c'est plutôt, au niveau des décors, ils ont dû filmer avec le volume, où tu sais, t'as des écrans LED immenses où ils te mettent en gros les images du cosmos derrière des structures qui sont construites en studio. Ça permet de plus immerger les acteurs, et en même temps d'avoir plus de contrôle sur par exemple les réflexions de couleurs, elles sont directement sur les acteurs, tu vois, t'as pas besoin de gérer tout ça. Donc il y a moyen que ça ait été fait de cette manière-là. Alors le film est très beau esthétiquement, en grande partie dû à son directeur de la photographie, parce que le chef-op c'est Greg Fraser, qui était déjà le chef-op de The Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz et Paul Dano. Il est aussi le chef-op de Gareth Edwards pour Star Wars Rogue One, et aussi du coup The Creator, qui était sorti il n'y a pas longtemps et qui était assez impressionnant au niveau de l'incrustation des effets spéciaux dans des décors réels, et qui du coup était une sacrée prouesse, parce que le film avait un petit budget et pourtant il avait l'air énorme au niveau visuellement, il était génial ce film. Et aussi de Dune 1 et Dune 2 évidemment. Donc il a l'expérience. Qui malheureusement ne sera pas sur Dune 3, vu qu'il était sur ce film-là. Mais comme Denis Villeneuve a quand même
sa patte. Je pense que peu importe le chef-op qu'il a, il arrivera à avoir plus ou moins son côté épuré qu'il a l'habitude d'avoir. Donc voilà, ça devrait pas forcément être gênant. Et puis on peut comprendre qu'un chef-op, il a peut-être envie de changer aussi un peu de Il en avait marre projet, du désert. Parce que le désert, au bout de 3 films, peut-être que ça a saoulé. Et aussi de Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow. Donc en gros, il a fait quand même plein de réalisateurs, réalisatrices assez majeurs dernièrement. Et il arrive toujours à s'adapter à chaque fois et à leur apporter une plus-value sur leurs films. Et apparemment, il a une particularité, il n'aime pas trop le numérique. Alors le film a été tourné en numérique, mais ce qu'il fait, c'est qu'il filme en numérique, et ensuite il refilme ce qu'il a filmé en numérique avec des caméras argentiques ou un truc comme ça. D'accord. Ou une histoire de scan, enfin en tout cas, il essaie de détériorer en fait l'image numérique. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression de voir un film où il y a du grain de pellicule tout le long. Mais sinon, c'était filmé en numérique, mais en gros, c'est son travail à lui, il aime bien faire ça. Apparemment. Je sais pas s'il y a d'autres chefs-op qui font ça. C'était la première fois que j'entendais parler de cette méthode-là, mais du coup, voilà, c'est assez atypique, on va dire. Mais voilà. En tout cas, l'image était très très belle. Hein. Ouais, il est très coloré aussi, et finalement très éloigné de Dune. On n'a pas du tout l'impression que c'est le même chef-op. Et pourtant, voilà, c'est pour montrer à quel point il arrive à s'adapter à chaque cinéaste. Et donc voilà, très, très sympa. Alors le film, il te faisait penser à d'autres films, peut-être? Oui, alors il y a une petite référence à Rencontre avec le troisième type lorsque Ryland Grace rencontre la créature. Quand il tapote sur le verre ou un truc comme ça? Oui, je crois que c'est ça. Il tapote sur le verre ou il fait du bruit avec sa bouche, je sais plus trop. Il y a le côté musical, mais il y a le côté musical. Ouais. Voilà, tout à fait. Et je pense qu'il y a plein d'autres références à des films du même genre qu'on n'a pas forcément vus. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un peu un pot pourri de tout un tas de films de science-fiction faits ces 10 dernières années. Moi, je trouve qu'il arrive à trouver sa propre identité pour pas donner cette impression d'être une influence de tout un tas de films. Ou Passengers aussi, ça m'a fait un peu penser sur la thématique. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, il a vraiment sa propre identité et il fait pas du tout remake ou... Parce que j'ai lu que, par exemple, ils disent ouais, on a déjà vu ça avec Interstellar, parce que du coup, sur Interstellar, ils veulent quitter la Terre pour voir s'il y a d'autres formes de vie ou en tout cas d'autres planètes habitables plus tard. Ça date pas d'Interstellar, cette thématique, non, c'est sûr, sache, mais voilà, c'est pour dire que ça part d'un postulat de science-fiction assez basique, entre guillemets, mais pour finalement devenir un buddy movie avec un humain, un extraterrestre qui essaie de sauver leurs planètes respectives. Et du coup, finalement, c'est un film qui parle de l'amitié, aussi de la solitude, parce qu'on sent que Ryan Gosling, son personnage en tout cas, a l'air d'être assez solitaire et presque un peu en marge, même s'il parle beaucoup et qu'il a l'air social, mais je veux dire, il n'a pas l'air d'être dans... Il est en marge, et puis il y a un gros syndrome de l'imposteur. Enfin, ça pose la question de la confiance en soi aussi pour se lancer ou pas dans la mission. Alors même si, bon, c'est une mission suicide à la base, donc on peut comprendre qu'il se pose des questions, mais il a toujours un peu ce côté, mais moi, je suis pas aussi bon que les autres. Moi, finalement, je suis rien, alors qu'en fait, il est brillantissime. Mais c'est la question, voilà, de syndrome de l'imposteur, la confiance en soi. C'est effectivement sur l'amitié, sur la solitude, sur comment on agit quand on sait qu'à un moment donné, peut-être on survivra pas 2 ans parce que voilà, potentiellement on n'a que 2 ans de vivre ou autre chose qui va faire qu'à un moment donné on sait que la mort est proche. Et c'est plein de thématiques comme ça qui sont là, le postulat, universelles, quoi. Ils ont 30 ans en gros, ils ont l'air de dire, dans les projections les plus optimistes, 30 ans avant qu'il y ait famine et effondrement, etc. sur la planète Terre. Mais du coup, je veux dire, dans le sens où il y a ces rapports à si on reste et qu'on fait rien, de toute façon, ça va se mourir. Et donc, voilà, projet dernière chance aussi. Il y a ça, mais aussi lui. Poker, voilà, comme il dit. Mais lui aussi, normalement, c'est une mission un peu suicide parce qu'il n'a pas les moyens de revenir chez lui. Et donc, c'est aussi comment lui, il vit cet état de fait. Et en plus, qu'il se rend compte de ça alors qu'il est dans le vaisseau, qu'il est amnésique. Donc, c'est vraiment intéressant, toutes ces thématiques qui sont proposées. Mais après, c'est des thématiques qui sont effectivement déjà utilisées, mais d'une autre manière. Mais par exemple, Sunshine de Danny Boyle, que tu n'as jamais vu, il faut que je te le montre. Non, j'ai pas vu celui-là. Et qui, du coup, c'est le soleil qui se meurt. Et du coup, ils envoient une équipe qui doit envoyer une bombe nucléaire dans le soleil pour le réanimer, en gros. Et
ils ont envoyé déjà une première mission, Icare 1, donc toute la mythologie, le côté Icare, etc., mythologie grecque. Et du coup, c'est Icare 2 qui part, et son équipage, c'est Cillian Murphy, Ross Byrne, Chris Evans, etc. Et du coup, ça va te montrer toutes les perceptions philosophiques qu'ont chaque personne par rapport à la mission de manière très différente, et ça va tourner au survival. Bon, j'en dis pas plus, mais il est vachement intéressant aussi, et c'est sûr qu'il y a des petites allusions aussi un peu pareilles sur le fait que la Terre va se mourir si on n'agit pas, et aussi sur ce côté mission suicide, parce que la plupart du temps, tu vas tellement loin que tu n'es jamais sûr de pouvoir revenir, il y a toujours des problèmes, quoi. En soi, les bases du film et la narration du film est peut-être pas super originale. Par contre, c'est la manière dont c'est traité. Dont c'est traité avec humour. C'est le scénario qui est super, le montage, les décors, les acteurs. Enfin, en fait, il y a rien à dire, et ça fait son petit effet. Et moi, j'ai complètement adhéré au film, au scénario, enfin à la mise en scène. Le design de l'extraterrestre, ce côté un peu rocailleux, ou même son vaisseau. Ouais, parce qu'il l'appelle Rocky. C'est difficile de le décrire, mais ce côté presque vitrail. Il y a presque un côté... le vaisseau de Rocky. Mais même toutes ces structures, à chaque fois qu'il construit les choses, ce côté de serre un petit peu, ou de... C'est comme quand tu mets des plantes dans des petits trucs... Des vitres. Des petits trucs vitrés, anguleux comme ça. Et du coup, il y a une sorte d'identité visuelle aussi intéressante là-dessus. Et qui met même un côté comique, parce que quand il se balade avec sa boule dans le vaisseau, qui fout le bordel à l'intérieur, du coup, c'est pas un truc rond, donc du coup, c'est un peu chaotique, quoi, dans sa manière de circuler dans le vaisseau. C'est toutes ces interactions-là qui sont intéressantes et qui sont peut-être moins vues dans de précédents justement, films. Je pense que c'est ça qui crée sa personnalité, quoi. Tout à fait. C'est de faire une comédie en huis clos, avec deux personnages que tout oppose à première vue, et qui finalement super attachants. Et jusqu'à la fin, où du coup, finalement, toi tu interprètes comment là, c'est full spoil, mais du coup, on dirait qu'il veut pas rentrer, non sur Terre. Ouais, on dirait qu'il veut pas rentrer, parce qu'au final, sur Terre, il avait peut-être pas non plus beaucoup d'amis, il savait peut-être pas où était sa place. Et là, sur la planète Eride, où on lui a créé carrément un espace à lui. Une salle de cours, une salle de cours, enfin un dôme, un biodôme, c'est comme ça s'appelle. Une maison où on lui a créé vraiment son espace à lui, où il peut vivre. Et oui, on sent qu'il a pas envie d'en partir parce qu'il a trouvé sa place. Encore une fois. Oui, ça va avec le thème côté ça transcende l'humain. C'est plus que c'est universel, ça devient un transhumanisme presque. C'est extraterrestre, humain, même combat. Enfin, genre, du coup, c'est comme si on mettait plus d'étiquettes, et en gros, voilà, il a trouvé. Et puis même, on peut même imaginer plein de choses sur des ponts entre la planète Terre, la planète Eride. Enfin voilà, en fait, c'est plein d'espoir, ce film. Je trouve que c'est un film qui fait vachement de bien, quoi. Oui, en tout cas, il était très sympa. Toi, tu as adoré, moi j'ai bien aimé. On encourage les gens à voir. Ouais. Même si on a spoilé, donc de toute façon, c'est plus un retour sur... c'est plus pour pouvoir parler des films, sinon on reste trop en surface. De toute façon, on a dit au début qu'on encourageait les gens à y aller. Et j'ai pas trouvé non plus le film tire-larme ou trop... Alors, j'ai pas forcément le bon adjectif qui me vient en tête, mais un peu guimauve, tu vois. Non, même Sandra Hüller, finalement, son personnage, il est plutôt doux tout le long, et après on voit quand même qu'elle fait un acte assez je dirais pas qu'il est doux tout le long. Non, je mais pense je veux dire, qu'elle est... tu sens qu'elle est quand même une certaine c'est l'objectif avant tout. vulnérabilité, tu vois, avec la scène de karaoké, c'est la etc. militaire. Je veux dire, on l'a vu pire dans Zone d'intérêt, où elle jouait dans Zone la femme d'intérêt, ou l'anatomie d'une chute. nazi, et dans Anatomie d'une chute, où on ne sait pas si elle avait tué son mari ou pas. Ouais. En tout cas, ça faisait plaisir de la voir. Son premier film américain. Et je suis très contente pour elle qu'elle commence à accrocher avec le cinéma hollywoodien, et après, en elle a plus fait beaucoup avec de un choses film avant. qui marche. C'est juste que le film Anatomie d'une chute ayant été aux Oscars, ça lui a ouvert beaucoup de portes, je pense. Oui, d'ailleurs, il n'avait pas eu l'Oscar du meilleur film étranger. Oui. Ouais, et je pense qu'il a eu aussi d'autres prix. Et peut-être même elle, je suis pas sûr, mais peut-être qu'elle a eu le prix d'interprétation, à vérifier. Ah, ça, mais du coup, voilà, ça lui ouvre des portes, parce que du coup, elle est dans le prochain Inarritu aussi, qui est un film avec Tom Cruise,
qui est The Digger, qui sort cette année normalement. Ah Donc ouais. du coup, voilà, elle va commencer à être... Non, mais c'est chouette pour sa trajectoire et sa carrière, ouais, quoi. elle va avoir une carrière internationale, quoi. Mm. Voilà. Bon, moi, j'ai à peu près tout dit sur Ouais, moi le aussi. film. Ah oui, la musique. Ah oui. Alors, c'est vrai qu'on en parlait avant d'enregistrer. Moi, j'ai adoré la musique. J'ai trouvé assez originale et un peu différente des films de blockbuster qu'on voit d'habitude. Donc, moi, je l'ai adorée. Toi, elle t'a moins marqué. Alors, Mais elle est bien efficace, c'est juste qu'il n'y a pas de thème marquant qui s'en détache. Mais je trouve que ça me manque un peu au cinéma maintenant. Il y a de plus en plus de films où on sort du film et on n'a pas d'air en tête. pas Et comme je trouve ça un peu... Avatar, quoi. Bon, Avatar, pour le coup, il en a un de thème, quoi. Bah oui, Même justement. si, ouais, il pourrait aussi en avoir de nouveaux, quoi. Mais ouais, mais en tout cas, j'ai adoré la musique. Il y a de la musique originale et puis pas mal de musiques qui sont tirées d'œuvres réelles. Mais j'ai trouvé super efficace. Donc pareil, tout est nickel, moi, je trouvais dans le film. Bah, le show musical, ils ont fait le choix aussi de ne pas prendre des morceaux trop connus. Mm. Parce que c'est le genre de film, tu pouvais t'attendre à 100% d'avoir Starman de David Bowie, par exemple. Ça aurait été le cliché. Et Ouais, finalement, non, même la musique des Beatles qu'ils mettent à un moment donné en référence aux différentes sons qu'il ouais. envoie avec les noms des 4 Beatles. Bon, je la connais même pas, celle-là. Je sais pas Mm. si elle est connue, mais c'est pas un classique des Ouais. Beatles, quoi. Non, non, très, très bonne musique, très bonne originale. D'ailleurs, j'ai envie de la réécouter là. Ouais, après à froid, des fois c'est bien de voir ce que ça donne décorrélé de Ouais, l'image. Bon, après, sinon, dans les références, il y avait un peu le scaphandre qui faisait penser à celui de 2001 l'Odyssée de l'espace, rouge comme ça. ouais. Il y avait même la même forme, presque Mm. casque. Il y a après, je pense, le rapprochement aussi que les gens ont un peu avec Interstellar, c'est l'extraterrestre qui a ce côté un peu mécanique, anguleux, qui rappelle le robot qu'ils ont à bord Mm. dans le vaisseau d'Interstellar, je me souviens plus du nom, mais qui du coup avait ces mouvements un peu Mm. étranges comme ça. Et toi, tu as parlé de E.T. que tu n'as pas vu, Ah il non, faut que je j'ai te pas montre, vu E.T., pour mais voir le oui, rapport oui, entre un oui. extraterrestre et un humain. Mais bon, comme Ouais. E.T., il est anthropomorphisé, il a des gros yeux, Mm. il a des mains, etc. C'est un peu Mm. différent, mais oui, c'est sûr que E.T., c'est un peu Bah, ce qui est sûr, c'est que... l'exemple ultime d'une représentation Non, mais enfin, extraterrestre et humain qui sont amis, etc. ce qui est sûr, c'est que si vous aimez la science-fiction, foncez voir ce film, vous allez voir les références que vous voulez dedans. Enfin, il y en a plein et franchement, vous allez passer un très très bon moment. Ouais, référence, mais sans que ce soit non plus, voilà, justement, Hyper je marqué. trouve qu'il a sa propre personnalité et qui cherche pas à singer Mm. notre film, quoi. Donc voilà, c'est une très bonne surprise. Moi, je m'en Ouais. attendais rien et voilà, c'était très sympa. Voilà. Maintenant, on passe à Alter Ego. Donc du coup, un film de Nicolas Charlet et Bruno Lavenne. Généralement, on les appelle Nicolas et Bruno. Du coup, ils ont créé à une époque, pour Canal+, je crois, une émission qui s'appelait Message à caractère informatif, qu'on peut retrouver sur YouTube, qui sont plein de sketchs qui prennent des images d'archives d'entreprises, dont la Cogip, qui est une entreprise qu'il y a dans le film, Ah, et qui du coup le fait en détournement, quoi. Au lieu de faire les dialogues de l'entreprise, c'est des vieilles vidéos type années 60, tu vois. Et ben, ils changent et ils détournent ça de manière humoristique. Et qui ont fait aussi dernièrement, du coup, aussi le doublage VF de What We Do in the Shadow, un film de colocation de vampires euh, qui se oui, passe en dont tu m'as beaucoup Nouvelle-Zélande, qui parlé. du coup Mm. s'appelle Vampire en toute intimité. Euh, et du coup, ils avaient fait en gros la direction artistique du doublage VF, qui était une manière d'adapter un truc très différent de ce que c'est. Donc c'est comme si c'était deux films complètement différents, quoi, la version originale et D'accord, version VF. Ils avaient fait un film Le Grand Méchant Loup il y a quelques années, mais du coup qui était avec Benoît Poelvoorde, Cadmerade et Fred Testo. d'accord. Et La personne aux deux personnes, qui était un film avec Daniel Auteuil, qui renversait un jour un chanteur joué par D'accord. Alain Chabat. Ouais. Et en fait, en le renversant, Alain Chabat se retrouve dans la tête de Daniel Auteuil, et du coup, il a Ouais, j'en quelqu'un dans avais sa entendu tête. parler de Je l'ai ce jamais vu, film. il faudrait que je le voie, il avait l'air marrant. Il y avait Marina Foïs aussi dedans. Et donc, du coup, voilà, ils ont un style à eux, un humour bien barré, un peu bizarre. Et donc là, ils reviennent du coup avec un film Alter Ego. Donc, du Mhm. coup, avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin, Marc Fraise
et Olga Kurylenko. Voilà, on va dire que c'est Et Zabou Bretman, Zabou Bretman. qui a quand même un rôle... C'est les personnages principaux de cette comédie, qui est comédie noire, un peu fantasque. Donc je vais commencer par le synopsis. Donc Alex a un problème, son nouveau voisin est son sosie parfait, avec des cheveux. Un double en mieux qui va totalement bouleverser son existence. En gros, lui il est chauve, en tout cas très très dégarni, mais sinon sa vie, à la base, il pense qu'il est heureux, il dit qu'il a une vie merveilleuse, et un jour son voisin, c'est le même, mais à qui tout réussit, et il devient jaloux. Sauf que tout son entourage ne voit pas qu'il a qui se ressemblent, et ça rappelle un peu le film La Moustache avec comment ça s'appelle, Vincent Lindon, à une époque où il se rasait la moustache et personne n'a remarqué, sauf que ça c'était dans un style un peu plus plombant, un peu plus film d'auteur, un peu dramatique. Et donc voilà, ça part de ce postulat un peu bébête, mais qui a pour but en gros de parler des faux semblants, de la confiance en soi, de tout un tas de sujets. Super bien résumé, hein. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire toi par rapport à, on peut commencer par les thématiques par rapport au film, parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à dire, dans le sens, ça va être une série de j'ai adoré le film, ça m'a fait penser à Un ours dans le Jura. Alors, c'est pas trop le même style, parce qu'Un ours dans le Jura, ça avait un petit côté policier et beaucoup plus cinglant. Mais ça fait partie de ces films français qui sont super bien écrits. Le film est très, 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 très bien écrit. Plutôt bien réalisé, même si c'est sur une mise en scène assez classique. Oui, c'est plus des films qui sont faits pour les acteurs, et pour s'amuser avec eux en gros, et leur donner une place, une liberté pour pouvoir expérimenter, quoi. Ça faisait super plaisir de voir Blanche Gardin, parce que voilà, elle joue très bien, c'est vrai qu'on la voit peu depuis ces derniers temps. Et purée, j'ai un trou. L'acteur principal. Laurent Lafitte. Laurent Lafitte qui du coup vient d'avoir un César. Voilà, il a eu un César pour le film La femme la plus riche du monde, voilà. Et Laurent Lafitte, alors c'est un acteur avec lequel j'ai du mal, parce que c'est un excellent acteur, mais il joue beaucoup les rôles de connard. Détestable. Détestable. Et il les joue tellement bien que par ricochet, en fait, par ricochet, je peux pas. Quand il y a un film avec Laurent Lafitte, j'ai plutôt un mouvement un peu de non, je veux pas aller le voir parce qu'il va encore jouer un rôle qui va me perturber. Faut pas que tu vois classe moyenne, hein, parce que non, voilà, je te l'ai dit, classe moyenne, je peux pas. Mais dans ce film-là, il joue deux rôles. Et je me disais, il y a quelques semaines, enfin quelques jours, les Oscars avec Michael B. Jordan qui a eu l'Oscar du meilleur acteur pour son double rôle. Mais en fait, Laurent Lafitte, il est juste 3 levels au-dessus. Il nous fait une masterclass. Cette comparaison que je ne voyais pas, je l'avais pas vu venir, quoi. Michael B. Jordan versus Laurent Lafitte. Il fait une masterclass du double rôle, jouer un double rôle, mais il le fait avec un brio pas possible. Et voilà, c'est juste un film que j'ai adoré, très bien écrit, super bien joué, tous les acteurs sont au top, qui montrent aussi la bureaucratie dans toute sa splendeur, avec la Cogip qui fusionne avec la Cocram, enfin bref. Oui, mais ça, ils en font exprès d'avoir ce côté un peu kafkaïen, débile, qu'il y avait déjà dans leur projet d'avant. C'est excellent, avec des retournements de situation, enfin des moments ultra savoureux, bref, c'est une petite perle ce film. Alors, il faut dire que du coup, je n'ai pas le nom là, mais ils n'ont pas voulu faire d'effets spéciaux pour les deux Laurent Lafitte. Donc, ils ont tourné avec un double de Laurent Lafitte quand il est de dos à chaque fois. Et en fait, ils faisaient une alternance comme ça dans les plans pour éviter le maximum. Des fois, quand il y a des plans séquences, en fait, ils ont juste tourné la caméra de manière à ce que Laurent Lafitte se prépare, se change, il rajoute sa perruque ou un truc comme ça. Mais voilà, ils voulaient faire une économie dans cette manière de représenter les deux à l'écran, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont eu raison, parce que ça aurait peut-être fait factice. Là, ça fait vraiment vrai, et ça, enfin, c'est très fluide. La mise en scène et le montage est très fluide, donc c'est pas du tout choquant. Et je crois que c'est un scénario original, du coup. Et oui, à la base, ils voulaient pas en faire un film. Ils avaient un autre projet de ça, plus théâtral ou même presque de roman photo. Et du coup, on leur a dit pourquoi pas faire un film. Ah, c'est excellent. C'est pour ça qu'après, ils sont allés chercher des acteurs avec qui ils pouvaient s'amuser.
donc Laurent Lafitte, qui, en vrai, au début, quand je voyais des films avec Laurent Lafitte, il me marquait pas plus que ça. Je me disais, il joue bien, mais c'est que dernièrement, je trouve que dans ses derniers films où il commence à faire vraiment des personnages avec des prestations, parce qu'il avait fait Papa ou Maman, qu'est-ce qu'il avait fait, il joue dans Les Petits Mouchoirs, mais là, pour le coup, il était plutôt sympathique. Il jouait dans Le Comte de Monte Cristo, où là, il joue un connard. C'est vrai que dernièrement, il fait beaucoup les gars détestables. Ça lui réussit bien, il a cette gueule aussi. Et là, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que on voit le regard de Alex, donc qui est le voisin chauve, enfin en tout cas le personnage principal, Alex, et qui voit son voisin Axel, puisque tout est inversé, et donc à travers ses yeux. Et en fait, il en devient tellement vite jaloux qu'il devient paranoïaque, il devient pathétique, et puis on le voit avec des yeux haineux. Et tout laisse à penser que ce Axel serait surfait, superficiel. Et en fait, plus le film avance, voilà, et plus on se rend compte dans le jugement, il est sympa. C'est ça, il y a une complexité des personnages, et puis il y a les trajectoires des personnages à la fin où on se rend compte que c'est plein de faux semblants. Mais du coup, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on aurait pu croire qu'ils auraient dépeint le voisin, donc le nouveau voisin qui s'appelle Axel, de manière un peu comme étant le mec hyper superficiel, et en fait, pas du tout. Donc, il a une palette de jeux assez incroyable dans ce film. Ah, mais surtout même, je sais pas ce qu'il arrive à faire avec son visage, il arrive presque à la figer ou un truc quand il joue du coup Alex, donc le personnage chauve, vraiment comme si son visage tombait, ce côté pathétique ça se ressent sur son visage. Maquillage et aussi après, un peu, quand il est Alex, du coup là d'un coup il a l'air pimpant, il est bronzé, il est Et après, donc il n'est pas le seul, parce que pour le coup, Blanche Gardin, donc toujours efficace. Génial. Elle avait déjà joué du coup pour Quentin Dupieux dernièrement pour le film. Ça me reviendra avec Raphaël Quénard. Bon, ça me reviendra. Et Marc Fraise, qui est un habitué aussi de Dupieux, qui avait déjà joué dans. Qui joue le collaborateur d'Alex et qui est super drôle. Et dans Dali, et qui du coup a un tempo comique assez particulier. Il joue aussi dans Problemos de Éric Judor. De Éric Judor, voilà. Excellent film aussi. Il y avait aussi Blanche Gardin dedans. Et oui, d'ailleurs aussi, ouais. Il était super. Donc du coup, ils sont allés chercher vraiment les actrices. Et les acteurs, qui étaient bien adaptés. Et Olga Kurilenko, où elle, c'est vraiment toujours la surprise de la voir dans une comédie française, alors qu'après tu la vois dans un film hollywoodien, dans un film d'action, etc. Genre, elle est très internationale. Elle joue très bien le rôle parce que, en fait, dès le début, on se dit il y a quelque chose qui cloche. Mais on n'arrive pas à savoir si c'est dans la tête d'Alex, le voisin chauve, on va l'appeler comme ça, celui qui est chauve, le personnage chauve, ou s'il y a quelque chose d'autre. Et en fait, jusqu'à la fin, il y a un doute. Et c'est vrai qu'on a été surpris par la fin qui s'arrête de manière brutale. Et à la limite, je pense que c'est un très bon choix, même si le spectateur est un peu malmené par cette fin. Il y a tout qui se résout en 15 secondes. Si on doit spoiler, en gros, secondes. du coup... le couple soi-disant idyllique des voisins, donc celui qui a les cheveux, on va dire comme ça. Donc en fait, sont un peu des tortionnaires qui ont des clandestins dans leur cave. Des chinoises clandestines qui doivent leur faire des sacs de marque, de luxe. Et on sent que c'est plutôt le projet de sa femme à lui, et que lui il s'écrase parce qu'en fait, lui aussi est un ancien chauve qui a résolu ses problèmes en ayant une perruque. Et tout se résout finalement en 5 secondes, où à la fin, il se fait arrêter, la police arrête, il se fait arrêter par accident, il tue sa femme, et en fait, qui n'est plus sa femme parce que Alex a pris la place d'Alex. Enfin bref, ça se transforme en voilà, la chantilly, elle prend, pouf, et en 30 secondes, tout est plié. Mais ouais, c'est super intéressant parce qu'on s'attend pas du tout à cette évolution-là. Et c'est malin, quoi. C'est ultra malin parce que ça montre, en fait, en une semaine, le type parce qui qu'il y a un décompte chaque jour, lundi, mardi. En moins d'une semaine, le type qui disait, l'une des premières scènes, je suis heureux avec sa petite maison, sa femme, son potager, son fils, etc. En une semaine, il a tout perdu. Il se retrouve en prison parce que il a été jaloux, parce que il avait pas confiance en lui. Et donc, ça montre, en fait... c'est presque une fable, finalement. C'est ça, un peu. Juste, c'est comme dans les fables, à la fin, ça se termine souvent... c'est une morale, en gros. C'est ça. N'envie pas ton voisin, quoi. Ne sois pas jaloux, ne crois pas tout ce que tu vois, et déjà, cultive ce que tu as toi, avant d'aller embêter ce qu'a le voisin.
Et j'ai trouvé ça mais super marquant comme manière de procéder. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que à partir d'un certain moment dans le film, on se dit, ah, le film va basculer dans complètement autre chose, mais comme on sent que le film a déjà plus de 1h20 au compteur et qu'on sait qu'il fait qu'1h30, te dis, bah non, ça peut pas aller là-dedans, parce qu'en gros, à un moment donné, il prend l'apparence de son voisin grâce à la perruque, il fait croire qu'il est le voisin parfait. Ouais, il échange les rôles. Et du coup, il dit, bah, je vais devoir jouer un double rôle, de passer d'une maison à l'autre, et tu te dis, ouais, mais il reste pas assez de films pour faire ça. Et là, du coup, il y a une scène hilarante, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ri comme ça, Ah oui. qui utilise ChatGPT, mais pour demander comment se débarrasser d'un cadavre et la situation, comment faire pour jouer un jeu de dupe avec la femme du voisin et ma propre femme, etc. Et du coup, c'est poussé jusqu'à l'absurde, elle a vraiment été hilarante cette scène. Mais du coup, à partir de là, il y a tout qui se précipite un peu et finalement, il prend pas cette direction. S'il avait dû la prendre, il l'aurait pris plutôt de manière dans le film. Et ce serait un autre film, ça serait quelqu'un qui aurait une double vie, quoi. Mais... Je trouve que le terme de fable, ça se rapproche de ce qu'il y a à l'écran. C'est vraiment ça. C'est à un moment donné, ça monte, et à la fin, pouf, en fait, le couperet, il tombe et c'est tout à fait, c'est la morale qui tombe. Et au final, bah, t'as fait des mauvaises actions et t'es puni pour ça. Et finalement, tout le monde va être aussi puni sur ça parce que tout le monde a fait des mauvaises actions au final. Et puis tu peux dire le côté fable aussi pour le côté un peu surréaliste d'une certaine manière. Ce quartier, on dirait qu'il n'existe pas, on dirait un truc un peu de publicité. Un peu comme Vivarium, c'est ça? Ah oui, ou même ça me faisait penser dans 99 francs quand ils font un décor à un moment donné de la famille parfaite avec la pelouse ou un truc comme ça. On dirait qu'il n'existe pas, tu vois, et même l'entreprise. Donc du coup, il y a ce côté un peu aussi, justement, parabolique ou de fable. Donc voilà, très, très sympa. Et très la bonne musique, comédie. je sais que ça t'a beaucoup plu avec ce genre de tuba. Oui, qui imitait une musique de classique. De Bach, je crois, de Bach, une sonate de Bach. Qui est lancinante comme ça tout le long pour montrer le côté aliénant un peu de la situation. Non, franchement, très, très bonne pioche. Très bonne comédie française qui ne ressemble pas à une comédie habituelle. Et je parie que Laurent Lafitte sera au César l'année prochaine avec ses films. Là, je sais pas, tu vois, franchement, il fait un double rôle et... Autant pour le film avec Dujardin, Les rayons et les ombres, il n'y a pas trop de doute de sa place au César à la fin de l'année. Mais là, je sais pas. Au moins pour son rôle à lui. Ouais, possible. À voir. Il fait quand même un double rôle. Michael B. Jordan, il a eu un Oscar pour ça. Après, Michael B. Jordan, il était dans le milieu depuis très longtemps, ce que j'ai lu. Et c'est vrai que j'avais oublié que dans la série The Wire, sur écoute, il était petit. Et en fait, il avait une carrière de presque 30 ans. Donc en fait, on dirait qu'il est jeune dans le sens, voilà, il a un Oscar comme ça sorti de nulle part. Mais alors qu'en fait, il a une longue carrière. Déjà, Michael B. Jordan. Laurent Lafitte aussi. Hein. Donc même si Chalamet, en fait... Oh là là, on va repartir sur un autre épisode là. Sur ça, mais bref, je pense que finalement, je trouve que c'est pas démérité pour Michael B. Jordan. Chalamet, il l'aura plus tard. Vaut mieux qu'il lui donne pas, comme ça, il fera d'autres grands rôles où il devra se dépasser. Etc. Bon, c'était la petite digression. Mais pour Laurent Lafitte, oui, du coup, autant on n'a pas encore vu, on rattrapera la femme la plus riche du monde pour voir justement sa prestation. À voir, mais tu vois, rien qu'avec celui-là, déjà, il pourrait le mériter pour celui-là. Donc en fait. Tu vois, c'est pas une anomalie de non, mais dire, c'est ce que je voulais dire, il sera certainement nommé au César l'année prochaine parce qu'il joue quand même 2 rôles et différents et plein de corps, quoi. Enfin, il tient 2 beaux rôles et franchement, c'est un très très bon film, très bien écrit. Donc oui, enfin, j'espère en tout cas que ce film se retrouvera l'année prochaine au César. Ouais. Donc voilà, c'était notre avis sur Alter Ego. Et maintenant, on va parler de Jumpers. Voilà, on finit sur Jumpers. Donc, on va pas beaucoup en parler, je pense. Le dernier Pixar, donc qui du coup est réalisé par Daniel Chong, qui apparemment a fait des films d'animation sur des pandas et des ours avant, mais du coup, ça a l'air d'être son premier film chez Pixar. C'est pour nous, du coup, on l'a vu en VF, c'est Mallory Vanek, du coup, la jeune actrice qu'on avait vue dans L'amour ouf, qui joue aussi dans Rapace et dans Pas de vague, qui joue la petite fille Mabel, et Artus qui joue le roi George. Qui est son ami Castor. Et donc, du coup, l'histoire, c'est Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute littéralement
sur l'occasion d'essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d'une manière totalement inédite, en se glissant dans la peau d'une adorable femelle, Castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps d'un robot animal plus vrai que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal. En gros, ils en font la blague dans le film, c'est un peu Avatar, mais avec des castors. Avec des castors, voilà, un avatar dans le monde des animaux en gros, elle est sur très, Terre. Très éco-responsable, on va dire, par tout un tas d'aspects, par rapport à sa grand-mère aussi, qui lui a inculqué tout un tas de valeurs. Et du coup, elle va vouloir empêcher que la ville construise une portion d'autoroute, une bretelle d'autoroute, qui va traverser un étang où il y a plein d'animaux sauvages. Et elle ne veut pas que ça arrive, donc elle retarde avec de l'activisme ça, et jusqu'au moment où elle se retrouve embrigadée dans cette technologie où elle va essayer de communiquer avec les animaux pour essayer de sauver cette situation, quoi. Ouais, c'est une autoroute circulaire qui fait le tour de la ville, et à un moment donné, je sais pas si tu as remarqué, mais le maire est très content de cette autoroute circulaire parce que ça permettrait de gagner sur le temps de trajet 4 minutes. Pour montrer l'absurdité de... Voilà, et ça fait partie un peu des choses que je reproche au film. Ok, bon, on va en parler. Bon, de toute façon, on peut déjà dire visuellement, c'est Pixar, quoi, comme d'habitude, c'est toujours très beau. Je trouve qu'ils commencent un peu à prendre des libertés pour bouger un peu leur style. Parce que dernièrement, il y a eu pas mal de films d'animation qui bouleversent un peu les codes de l'animation, genre la série Arcane, qui est un carton, Spider-Verse, les Spider-Man dernièrement, qui ont un style graphique très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y avait aussi le film doublé avec Pierre Ninet où il y avait les loups. Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était des braqueurs de banque et qui avaient un style aussi comme ça très appuyé. Et dernièrement, on a vu Amélie, Métaphysique des tubes, qui avait son style bien à lui, avec des aplats faits en vecteur, et Arco qui a presque un style entre BD française et style un peu Ghibli et japonais. Et donc du coup, on sent qu'il y a quand même besoin de se réinventer parce que Pixar ne gagne plus aux Oscars le meilleur film d'animation, ce qui est en fait pendant des années c'était systématique. Pixar sortait film, il était le gagnant. C'est un peu toujours garanti. pareil. Et ça fait plusieurs années qu'il gagne plus. Et ça démontre quand même quelque chose. Tu vois, c'est une lassitude du public. Peut-être qu'on a atteint un plafond de verre aussi au niveau de l'animation, où du coup on est habitué à avoir des belles images, donc ça intéresse plus de voir des trucs un peu atypiques comme Flow, qui d'ailleurs l'année dernière, qui était fait avec Blender, qui était fait avec une équipe réduite, petit budget, un film européen. Flow, c'était très bien réalisé au sens où tu avais des mouvements de caméra, tu avais l'impression d'être dans un film. Enfin, c'était hyper original aussi. De détails, tu vois, il n'y en avait pas. Justement, ils choisissaient de se dire, notre chat, on va pas faire un chat ultra réaliste avec le moindre poil qui est modélisé. C'était fait avec des aplats, avec un style, une direction artistique qui était justement beaucoup plus économe, minimaliste, parce que justement, ils n'ont pas autant de moyens. Et en fait, c'est par ce manque de moyens que tu trouves des solutions pour faire un style qui est plus créatif que juste du Pixar qui fait presque du photoréalisme et qui finalement commence à ennuyer un peu les gens, on va dire. Mais après, c'est pas sur ça qu'on attend forcément Pixar, c'est surtout sur leur écriture. Ils ont le sens du storytelling. Et là encore, moi, je trouve que ça marche, même si on aura un débat après sur l'histoire, où je trouve qu'ils ont quand même cette faculté où, moi, je sais pas, je suis toujours touché presque aux larmes dans chacun de leurs films, systématiquement, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font leur magie pour réussir comme ça à émouvoir. À quel moment, là, par exemple Là, je saurais plus me dire avec par rapport à la grand-mère, je pense que ça serait la facilité, mais même d'autres moments avec le castor, des liens d'amitié forts ou de rapprochement ou des trucs. C'est fou parce que t'as pas pleuré pour Hail Mary, pour une dernière chance, alors que moi j'ai fait que pleurer et que j'ai trouvé beaucoup plus touchant Hail Mary que Jumpers. Non, mais il était très touchant, mais c'est juste c'est plus il fallait que j'achète le fait que cet extraterrestre, tout ça, j'étais moins immergé dedans, même si j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très touchant, mais en tout cas Pixar, ils ont ce savoir-faire à chaque fois, et là pour le coup moi ça a bien marché, j'ai trouvé que l'histoire était prenante, je me suis pas ennuyé. J'aurais juste à redire peut-être des petits détails, des trucs un peu too much, peut-être avec le requin, etc. Mais bon, sinon, à part ça, moi, j'ai trouvé ça drôle au final. Mais toi, qu'est-ce que c'est ton grief par rapport au film alors ? Déjà, c'était pas un film pour enfants.
c'était pas un film intergénérationnel. On a beaucoup d'enfants qui avaient moins de 8 ans, qui ont eu peur, qui sont sortis Ah oui, de la ils salle, n'ont pas trop réagi, il n'y a pas eu de... enfin, en fait, j'ai pas compris la cible du film. Parce que, bah, quand même, il y a des moments qui font très très peur. Donc, on se dit, bah, c'est pour des grands enfants, genre au moins 8 ans. Grand, temps relatif. Et en même temps, il y a des moments où tu te dis, mais là, on tombe dans le... Tu vois, quand le castor, il danse, mais c'est kitsch ici, mais tu te dis, mais là, c'est pas fait pour les adultes, quoi. Et déjà, je trouvais qu'il y avait peut-être un problème dans la cible, où ils ont vendu ça comme un film pour enfants, alors que finalement, bah, c'est plutôt pour des grands ados, enfin, de grands ados, non, des grands enfants, avec malgré tout à l'intérieur des scènes, mais bas de plafond, quoi. Tu Donc, trouves? Moi, je trouve que comparé ouais, à Zootopie 2, moi j'ai plus trouvé qu'il y avait des blagues un peu neuneux pour les enfants. Bon, neuneux, c'est un peu péjoratif pour, par rapport aux enfants, mais je veux dire, des blagues qui étaient faites pour faire rigoler les enfants parce que un personnage va se ah casser bah, la gueule, par là, exemple. là, les enfants, ils Que... rigolaient pas, ils Ouais, avaient bah ils pas, rigolaient hein. pas, bah à la limite, tant pis, c'est pas pour eux. C'est... J'ai envie de dire, il y a Oui, peut-être mais d'autres films. c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas faire un Oui, mais procès sur oui, mais dans ces ce qu'est cas-là, le tu film, mets quoi. pas de scènes qui sont exprès pour les Ouais, bah enfants, qui sont pour le coup premier il y a degré. que la scène Enfin, de chant, peut-être du castor, oh où je là suis là, d'accord, mais c'était sinon, à un part peu ça, moi, j'ai lourd, trouvé que quoi. ça passait. Donc, voilà, déjà, j'ai l'impression qu'ils sont un peu tapés à côté de leur cible. Euh, et la deuxième chose, c'est que j'ai pas compris euh, qu'est-ce qu'il voulait dire au fond, quel était le message. Dans le sens où, pour... En fait, Mabel, elle se bat seule. Tout le monde est désintéressé par ce projet qui est de construction qui va détruire une partie de la forêt, donc de l'écosystème. Elle est seule. Tout ça, pourquoi gagner 4 minutes? Donc en fait, c'est un projet qui a un non-sens en plus même. Oui, mais ça, c'est pour montrer Oui, l'absurdité. mais elle est. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, tout le monde s'en désintéresse. Moi, c'est le pouvoir. Enfin, c'est important d'avoir aussi des messages et entre guillemets des modèles. Et Mabel seule peut pas non plus tout justifier. Ça montre aux enfants que finalement, tout le monde s'en fout de ça. Je sais pas, ça m'a gênée. Et à un moment donné, quand il y a le twist au milieu, bon, on spoil toujours, vous nous connaissez maintenant pour ceux qui nous écoutent, à un moment donné, il y a un twist au milieu du film où Mabel, par mégarde, tue la reine des insectes. Et là, ça part dans un délire où tout le monde se rallie au fils de la reine des insectes, dont on voit très très bien qu'il est mais juste infect. Et son leitmotiv, c'est de dire tuons le maire, tuons le maire, tuons le maire. Donc tous les animaux vont se rallier à chercher à tuer le maire. Alors on va dire finalement Mabel va le sauver et du coup grâce à ça, le maire il va devenir gentil. Enfin, en fait, pour moi, il y a un vrai problème d'écriture de scénario. Et c'est vraiment pas... Autant il y a plein de dessins animés que je voudrais montrer à ma fille, autant celui-là, je voudrais jamais lui montrer. Ce qui a été reproché souvent, C'est... c'était le fait que finalement le personnage de Mabel, c'est pour ça que c'est assez ambivalent, finalement elle fait tout ça pour presque rien, parce qu'en fait il y a presque un statu quo à la fin, même si il repousse un peu la On bretelle, va faire une euh, petite déviation. et que du coup c'est peut-être pas aussi radical que ça. Donc comme si sa bataille elle était trop tiède ou un truc comme ça, mais en même temps elle essaie de faire quelque chose. Et le maire, on imagine mal qu'il va changer comme ça du tout au tout, et qu'il va y avoir un volte-face et que d'un coup il va devenir un Hmm. gentil maire, etc. Mais après, bon, moi je n'ai pas réfléchi aussi loin, j'avoue, pour film Oui, comme ça, le Pixar, je trouve que c'est, même dans la mise en scène, c'est toujours tellement efficace dans le montage, dans le montrer comment le temps passe dans des scènes, il te montre tous les passages de Mabel qui fait le porte-à-porte et ça, c'est toujours bien monté, c'est toujours bien inspiré, plein de références. à la limite, la première partie, j'achète et en plus, ça montre sur l'écosystème naturel, les animaux, comment on monte des barrages. En plus, je trouve que, en tout cas, moi, ça me parle pas trop parce que, bon, voilà, on n'est pas dans un endroit où il y a beaucoup de castors. Donc, voilà, il y avait un côté découverte animalière qui était assez intéressant. Mais, enfin, le propos de base et même toute la deuxième partie, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut montrer aux enfants, quoi. Donc moi, j'avoue avoir eu un problème avec le film,
qui a plein de bons côtés. T'as raison sur le montage, sur le design et tout, c'est très sympa. Mais ouais, c'est la première fois où je me dis, ce dessin animé-là, je les ai pas tous vus non plus, mais ce dessin animé-là, je veux pas le montrer à ma fille, quoi. Oui, bah, tout à l'heure, je C'est disais, quand même... tant pis pour eux, quand je disais, c'était pas pour les enfants, pour dire on leur donnait pas la chance de voir un bon film ou un truc comme ça. C'était plus dans le sens procès d'intention par rapport au fait que finalement, c'est pas pour les enfants. Bah, à la limite, si c'était un bon film pour les adultes ou... Mais même pas, Mais... parce que finalement, déjà, si c'est un film pour adultes, tu fais pas une adolescente comme héroïne, et puis tu fais pas des scènes qui sont pour enfants de 5 ans. Enfin, j'ai l'impression que le curseur, il a été pas posé au bon Mais endroit, alors que tu vois, quoi. peut-être que des films comme Toy Story, finalement, ça parle plus aux adultes qui ont grandi avec Toy Story, avec leurs enfants. Ça rappelle aux parents ou le côté héritage Mm, euh, émotionnel, tu vois, de donner ses jouets, etc., à ses enfants, mm. etc. Et que du coup, voilà, ça parle autant aux adultes qu'à des enfants, et il y a presque une filiation naturelle. Alors que là, évidemment, c'est peut-être plus le cul entre deux chaises, entre guillemets. Mais leur dernier film, Elio, qui d'ailleurs avait un rapprochement entre un extraterrestre et un petit enfant, donc du coup, ça rebondit sur le projet Dernière Chance tout à l'heure, où finalement, il y avait un peu un lien assez similaire, parce que l'extraterrestre dans Elio est pas très anthropomorphisé non plus, et pourtant, il fait passer plein d'émotions, et on croit en cette amitié humain-extraterrestre. Mais du coup, voilà, dernièrement, les derniers Pixar ont peut-être eu plus de mal à se renouveler et à trouver comme ça ce ton juste. Il y avait Élémentaire aussi avant, qui était Mm. sympa. Mais... J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un film un peu écolo, mais Après, ça voilà, donne quand même de bonnes valeurs. À la fin du film, je pense que des enfants qui sortirent du film, ils ont quand même... tu peux imaginer qu'ils vont aller en forêt, peut-être se dire, comme dans le film, ils veulent préserver certaines choses, ils vont vouloir moins polluer, peut-être, ou des trucs comme ça. Je pense que c'est pas une mauvaise valeur en soi. Tu vois, tu sors ouais, du mais film, je il n'y sais a pas, pas... Contrairement à... oui, c'est quelqu'un qui disait, oui, peut-être qui était plus fort, c'était Nos voisins les hommes, tu sais, je sais pas si tu te souviens, c'était un film d'animation avec une tortue, un raton laveur dans une pavillon de banlieue, et du coup, il y avait cette confrontation non, entre j'ai les pas hommes, vu. et c'était Clovis Cornillac qui faisait la voix du raton laveur, je crois. Euh, et ouais, c'était un peu un sujet un peu similaire, mais qui du coup, peut-être tapait plus dans le mille à l'époque, Mm. il a au moins une quinzaine d'années, hein, mais comme si celui-là peut-être arrivait un peu après la bataille, ou que c'était plus cette manière-là de traiter de ce sujet-là, je sais pas. Mm. Après, moi, je n'ai pas passé un mauvais moment. Et concrètement, je Ouais. pense que je l'ai préféré à Zootopie 2. Mm. Parce que finalement, Zootopie 2, oui, il y avait des belles valeurs et tout ça, mais c'était beaucoup plus Ah, réchauffé, je trouve, dans ouais, l'enquête. j'ai préféré Zootopie 2. Mais tu vois, c'est ce twist où en fait, il n'y a pas de demi-mesure. C'est il passe d'un comment on fait pour sauver la clairière à ben, on va tous tuer le maire et on va suivre quand même le nouveau roi des insectes qui est juste exécrable. Tu comprends pas pourquoi les poissons vont vouloir suivre les insectes, tu vois. Enfin, je sais pas, J'ai c'était. l'impression qu'on surintellectualise trop le film. Ouais, mais. Enfin, non. Non, mais après, oui, t'as raison, c'est pas parce que Pourquoi c'est un d'un truc pour coup les enfants les qu'il faut forcément. poissons, le castor et je sais plus quel animal dedans, les oiseaux vont tout de suite faire un switch et vouloir tuer le maire pour suivre quelqu'un d'exécrable. Enfin, Ouais, je me souviens plus, mais il y a tout un je trouve laïus par rapport ça. à ce que l'homme. D'ailleurs, c'est Mabel qui le provoque, parce que c'est du coup, elle dénigre les hommes, du coup, l'humain, pour ce qu'il fait à la nature, et du coup, ça Ouais, mais crée ouais, mais cette j'ai trouvé escalade ça un de peu trop violence, on va dire. forcé, quoi. Un peu Mm. trop. Donc, partagez sur le dessin animé. Après, vous pouvez toujours aller le voir, hein, Oh, et vous bon, nous franchement, je direz, recommande vous quand nous même, hein, j'ai passé un mettrez bon en moment. commentaire ce que vous en pensez. Mais ouais, déçue par le scénario. Bon, on verra Toy Story 5, ce que ça donnera. On va se remater On va tous se les Toy voir tous Story, les les quatre. 4 avant le 5, et voir si Pixar a encore la flamme ou pas. Vice Versa 2, il avait été un carton, il avait fait plus d'1 milliard. Mm. Euh, Moi, j'avais bien aimé, même si je trouvais que c'était pas aussi fort que le premier, mais il était quand même vachement bien, il nous avait quand Ah, même j'avais beaucoup ému. adoré, ouais. Mais tu vois, je dirais que Pixar sont pas encore enfin, morts, tu vois, je pense qu'ils ont encore quelque chose en eux, mais c'est vrai qu'ils ont cette difficulté à imposer de nouvelles franchises, ou en tout cas Mm. des œuvres originales, et ils ont un peu ce sentiment de devoir à chaque fois faire une suite
qui va cartonner parce qu'elle capitalise sur une nostalgie. Toy Story 5, Coco 2 qui va sortir. Alors Coco, quand tu vois Coco, tu te dis pas il va y avoir un deuxième. Ouais, Coco, c'était génial, mais c'est vrai que... Ils vont sans doute trouver quelque chose pour justifier ça, tu vois, mais Les Indestructibles 3 aussi, je crois, je suis pas sûr. Et Monstres et compagnie. À partir du moment où ils trouvent la ficelle, ils tirent sur la ficelle. Je pense pour qu'ils puissent tenir, parce que finalement ça coûte cher à faire les films Pixar, ils font un film sur deux en gros. Il y en a un, c'est une œuvre originale, en espérant pour eux qu'elle prenne pour qu'ils puissent peut-être en faire un deuxième, et une suite. Et en fait, ils alternent comme ça. Ah, mais du coup, comme tu dis, ils perdent un peu leur originalité, et du coup, on les retrouve plus oscarisés. C'est plus synonyme de prestige, quoi, on va dire. Ouais. Voilà, ils tombent un petit peu en désuétude, même si comme... Bon, c'est un peu fort, désuétude, quand même. Ils sont tous décrépits. Oui, surtout parlant de Vice Versa 2 qui a fait plus d'1 milliard. Et puis, mais je veux dire... puis ça date d'il y a 2 ans, Vice Versa 2, donc c'est pas... Oui, je sais plus. Mais bon, après, moi, c'est toujours un plaisir. J'aime bien voir les Pixar. Non, mais c'était un plaisir. C'est juste que, voilà. Pour moi, il y avait un problème de scénario, mais je pense que c'est la sensibilité de chacun et chacun cherche ce qu'il veut dans le film. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit sur le rattrapage de ces 4 films. Voilà. Donc, du coup, globalement, des bonnes pioches. Et on se retrouve prochainement pour une autre sélection de plusieurs films comme ça pour vous faire notre tour. Voilà. À la prochaine. À bientôt.